Un juge arrogant inflige une amende à un homme âgé au tribunal pour finalement découvrir qu'il est professeur de droit. L'air de la salle d'audience était lourd de tension, un mélange de poussière et d'odeur de moisi du vieux bois se mêlant aux murmures étouffés de la foule. Des rangées de bancs cirés, marqués par des années d'agitation et d'impatience, s'étendaient sous le haut plafond voûté, où le faible bourdonnement des néons ajoutait à l'atmosphère oppressante. La lumière du soleil filtrait à travers d'étroites fenêtres drapées de lourds rideaux cramoisis, sa faible chaleur ne parvenant guère à dissiper le froid qui imprégnait la vaste salle. Chaque froissement de papier, chaque craquement de cuir résonnait du poids des jugements non prononcés, comme si les murs eux-mêmes témoignaient des innombrables destins scellés dans cette salle oppressante. La porte s'ouvrit en grinçant, son grincement perçant le grondement sourd des voix et attirant tous les regards vers l'entrée. Ce changement d'attention se répercuta dans la salle comme un signal muet, une inspiration collective étouffant même les murmures les plus courageux. Dans l'encadrement de la porte se tenait la silhouette frêle mais déterminée de Samuel Pierce. Sa seule présence semblait défier l'autorité étouffante de la pièce, sa silhouette fine et burinée se détachant sur la pénombre du couloir. Retraité, approchant la soixantaine, le corps de Samuel portait les marques du temps avec une résilience tranquille. Ses épaules, bien que voûtées par l'âge, gardaient une posture stable, et sa main agrippait la canne avec une détermination qui transcendait le simple soutien. Il descendait l'allée d'un pas lent et posé, celui de quelqu'un qui s'était habitué à la douleur, mais refusait de s'y soumettre. Chaque pas s'annonçait par le léger claquement de sa canne sur le sol de marbre, une provocation rythmée résonnant dans le silence laissé par son entrée. Ses jambes tremblaient légèrement sous le poids de sa propre détermination, ses muscles protestant contre l'effort du mouvement. Pourtant, son regard restait perçant, d'un bleu perçant malgré les rides qui les entouraient comme du parchemin froissé. Son expression était calme, stoïque même, mais sous ce calme se lisait une lueur de détermination inébranlable, celle que seules des années d'injustice forgent. Ceux qui le reconnaissaient le regardaient avec un mélange de pitié et d'admiration réticente. Pour eux, c'était un homme bien passé de sa jeunesse, une relique d'une autre époque s'accrochant désespérément à l'espoir de justice. Mais Samuel ne se faisait aucune illusion sur la nature de ce procès. Sa présence ici n'était pas le fruit de la naïveté ou du désespoir. C'était un acte de pure volonté, un ultime effort pour découvrir la vérité étouffée sous des couches de corruption et de bureaucratie. Son but n'était pas simplement la légitime défense, c'était quelque chose de bien plus profond, une cause qui l'avait poussé à tout risquer malgré les obstacles. Présidait la salle d'audience le juge Marcus Holloway, un homme dont la réputation de sévérité, souvent arbitraire, était à la fois crainte et respectée. Son nom pesait sur la salle comme un linceul, sa présence projetant une ombre qui s'infiltrait jusqu'aux os de ceux qui osaient le défier. Marcus était un homme d'une stature imposante, large et impeccablement taillé dans une robe sombre qui semblait renforcer son aura d'autorité. Ses cheveux étaient lissés en arrière avec une précision méticuleuse, une touche d'argent filant dans l'obscurité comme des veines d'acier froid. Sous d'épais sourcils noirs, son regard scrutait la salle d'un regard qui semblait plus soucieux d'écraser la dissidence que de rendre la justice. Connu pour son arrogance et son intransigeance, Marcus Holloway était le genre de juge qui acceptait rarement l'opposition. Son marteau, poli comme un miroir, reposait sur le banc comme une extension de son propre ego, un outil utilisé non pas pour la justice, mais pour l'affirmation du pouvoir. On disait que sa salle d'audience était un lieu où la clémence n'osait pas s'aventurer, où la loi était tordue et déformée au gré de sa volonté et de celle de ceux qui l'influençaient. Et aujourd'hui, son impatience se lisait déjà dans la façon dont ses doigts tapotaient avec irritation l'accoudoir de son fauteuil, une impatience qui couvait sous la surface. L'arrivée de Samuel n'était pas une affaire ordinaire.
C'était l'aboutissement de 2 semaines de calvaire qui avaient déclenché des manifestations dans toute la ville et révélé un scandale profondément ancré dans l'appareil politique de la ville. Les rumeurs de complot et de dissimulation s'étaient répandues comme une traînée de poudre, attisées par le désespoir des victimes et par les journalistes assez courageux pour rechercher la vérité. Le nom de Samuel Pierce était devenu un cri de ralliement pour ceux désillusionnés par la corruption qui gangrénait leur ville, son combat présenté comme un témoignage de résilience face à un système conçu pour écraser les faibles. Son petit-fils, Thomas Pierce, fut le catalyseur de tout cela. Journaliste en herbe, animé d'une passion pour la justice et d'une obstination qui rivalisait avec celle de Samuel, Thomas travaillait sur un reportage sur le système judiciaire de la ville, et plus particulièrement sur la manière dont les personnalités politiques manipulaient les décisions pour protéger leurs intérêts. Son enquête l'avait conduit dans les bas-fonds de l'élite de la ville, où la corruption était intimement liée au fondement même du pouvoir. L'histoire qu'il comptait révéler aurait révélé un réseau de tromperies, où des politiciens et des policiers de haut rang négociaient des accords pour protéger leur fortune et leur influence au détriment d'innocents. Mais Thomas avait disparu. Le souvenir de ce jour hantait encore Samuel. Les appels téléphoniques restaient sans réponse, la police balayant ses inquiétudes avec l'indifférence d'une routine bureaucratique. Les nuits passées à sillonner la ville à la recherche de son petit-fils. Le désespoir l'avait conduit dans des endroits où il ne se serait jamais aventuré autrement. Retraçant les dernières interactions connues de Thomas comme un homme traquant des ombres, ses efforts n'avaient abouti qu'à des avertissements, des menaces voilées et des convocations au tribunal sous de fausses accusations d'intrusion et de troubles à l'ordre public. Il était clair que son insistance n'était pas la bienvenue. Les autorités avaient clairement exprimé leur position, abandonner ses recherches ou en subir les conséquences. Pourtant, Samuel ne se laissait pas décourager. Il n'avait plus rien à perdre que sa propre vie, et même cela lui semblait un prix modique à payer si cela signifiait découvrir la vérité. Le système avait peut-être été conçu pour briser des hommes comme lui, les écraser sous le poids de l'intimidation et du jargon juridique, mais Samuel avait depuis longtemps appris à endurer la douleur. L'audience d'aujourd'hui n'était rien d'autre qu'une démonstration de force, une tentative de l'humilier et de le réduire au silence. Mais il ne se laisserait pas réduire au silence. Ni maintenant, ni jamais. Alors qu'il s'installait à son siège, le regard critique de la salle d'audience se posa sur lui avec une force qui aurait pu briser des hommes moins puissants. Mais les yeux de Samuel restèrent fixés sur le juge Marcus Holloway, l'air inflexible. La bataille ne faisait que commencer, et il était prêt à la mener jusqu'au bout. L'audience se déroula avec l'inéluctabilité d'une machine bien réglée pour sa fonction première. Non pas rendre la justice, mais renforcer le pouvoir de ceux qui la contrôlaient. Le procureur, un certain David Clements, se tenait debout avec l'énergie nerveuse de quelqu'un à qui l'on avait confié une tâche bien au-dessus de ses capacités. Son regard se porta constamment vers l'autre bout de la salle d'audience, où les véritables architectes de cette mascarade étaient assis, drapés dans leur arrogance assurée. L'attention de Samuel fut attirée sur eux avec la même intensité que celle de Clément. Impossible de les ignorer, leur présence constituant une démonstration délibérée de pouvoir destiné à intimider et à contrôler. Le commissaire de police Harold Grant était assis là, sa silhouette imposante rendue encore plus menaçante par son immobilité. Sa posture était rigide, ses épaules carrées sous un costume gris anthracite, sur mesure qui semblait moulé à sa silhouette. Son expression était l'expression d'une froide indifférence, le genre de sang-froid calculateur réservé à ceux qui s'étaient habitués à commander. Ses yeux, tels des éclats de glace, balayèrent la salle d'audience sans émotion, se posant brièvement sur Samuel avant de le congédier comme on ignore un insecte pris sous une botte. À ses côtés se trouvait le maire Richard Calloway, dont l'impatience transparaissait dans le martèlement rythmique de ses doigts sur son genou. Son apparence était celle d'un homme s'accrochant désespérément à l'image de l'autorité, ses cheveux clairsemés plaqués en arrière dans une vaine tentative de projeter de l'assurance.
Pourtant, son visage le trahissait, une fine couche de sueur luisant sous les lumières impitoyables de la salle d'audience, sa mâchoire serrée d'irritation. Et, planant juste au-dessus de son épaule, comme une ombre, se trouvait Victor Roth, l'assistant de confiance du maire. Le regard de Roth parcourait les débats avec la précision analytique d'un homme toujours à l'affût d'angles, d'opportunités ou de menaces. Sa présence était discrète, son costume sur mesure modeste comparé à ceux qui l'entouraient, mais son regard était d'une acuité dangereuse, le genre d'intelligence vive qui se nourrit de manipulation et de subtilité. Samuel sentait leur regard posé sur lui, même lorsqu'il faisait semblant de ne pas regarder. C'était une pression à laquelle il s'attendait, mais qu'il refusait de laisser retomber. Leur peur, aussi voilée soit-elle, témoignait des progrès qu'il avait accomplis. Ce n'était pas simplement un vieil homme rancunier, c'était un homme armé de la vérité. Et cette vérité, il ne pouvait se permettre de la laisser éclater. Clément commença sa présentation avec l'assurance forcée d'un homme cherchant désespérément à dissimuler ses propres faiblesses. Ses paroles étaient guindées, répétées, une façade d'autorité fragile qui s'effondrait sous le poids de sa propre faiblesse. Les accusations contre Samuel étaient prévisibles, leurs origines aussi transparentes que le complot lui-même. Clément parla d'intrusion et de troubles à l'ordre public, de harcèlement envers les fonctionnaires et de mise en danger imprudente. Ses propos dépeignirent Samuel comme un vieil homme délirant, obsédé par les théories du complot, une nuisance pour les autorités municipales qui travaillent dur. Mais Samuel entendit plus que les mots eux-mêmes. Il perçut la peur qui imprégnait le ton de Clément, l'hésitation qui transformait son discours en quelque chose de plus désespéré que convaincant. Il remarqua aussi la façon dont le regard de Clement se posait sans cesse sur Grant et Calloway, comme s'il cherchait leur approbation ou leur réconfort. Il était clair que le procureur était une marionnette, ses ficelles tirées par ceux-là même que Samuel entendait démasquer. Le sourire narquois du juge Marcus Holloway s'élargit à chaque phrase. Il se laissa aller au dossier de sa chaise avec l'indifférence désinvolte d'un homme sûr de son autorité, les doigts croisés devant lui, observant la procédure avec un amusement détaché. Son regard oscillait entre Clémence et Samuel, avec un mélange de condescendance et d'irritation, sa patience s'amenuisant tandis que le procureur peinait à garder son sang-froid. Les soi-disant témoins présentés au tribunal n'étaient guère plus que des accessoires dans un théâtre de mensonges. Leurs témoignages résonnaient avec la même cadence répétée, chacun d'eux étant des officiers connus pour leur allégeance au commissaire Grant. Ils parlèrent du comportement supposément erratique de Samuel, des menaces et des diatribes incohérentes proférées contre des fonctionnaires qui ne faisaient qu'accomplir leur devoir. Leur description le dépeignait comme un fanatique fou, un homme dont l'âge lui avait apparemment brouillé l'esprit au-delà de toute raison. Samuel écoutait leurs paroles avec un calme qui trahissait le feu qui brûlait en lui. Il remarqua chaque incohérence, chaque regard nerveux échangé entre les témoins et leurs superviseurs. La prestation était bâclée, ses failles visibles même pour un observateur non averti. Mais ce qui troublait le plus Samuel n'était pas la faiblesse de leur dossier, mais l'assurance avec laquelle ils dévoilaient leurs mensonges. Ils croyaient sincèrement que leur pouvoir était absolu, que la vérité n'était rien de plus qu'un inconvénient mineur à balayer par la force et l'intimidation. Mais Samuel était venu préparé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que sa propre enquête avait porté ses fruits, les graines de son travail cultivé au cours de nuits passées à reconstituer les filles emmêlées du complot. La disparition de son petit-fils avait été le déclencheur, mais la corruption qu'il avait découverte était bien plus insidieuse. Il avait acquis des preuves irréfutables de leurs méfaits, des copies des notes de Thomas, soigneusement transcrites à partir de carnets cachés, avec le soin que seul le désespoir véritable peut inspirer. Il possédait des enregistrements de conversation entre Calloway et Grant, leurs voix captées dans des moments d'arrogance insouciante, tandis qu'ils discutaient de leurs projets avec le détachement désinvolte d'hommes qui se croient intouchables. Et surtout, Samuel avait découvert des preuves les liant à des pots de vin au sein même du système judiciaire.
De l'argent transitait par des sociétés écrans et des organismes caritatifs fictifs, tout cela pour protéger leurs intérêts et réduire au silence ceux qui osaient remettre en question leur autorité. L'ampleur de la corruption était stupéfiante, sa portée dépassant largement les limites de cette salle d'audience. Pourtant, Samuel savait que le seul moyen de briser leur emprise était de les affronter ici, là où leur pouvoir était le plus concentré. Il se leva d'un geste lent et délibéré, celui d'un homme prêt à porter le poids de la vérité sur ses épaules. Sa voix était posée lorsqu'il s'adressa au tribunal, ses mots calculés et concis. Une froide détermination se lisait dans son ton. Il exprima sa demande de présenter ses preuves, sa déclaration étant prononcée non pas comme une supplication, mais comme une exigence. L'irritation du juge fut immédiate, son front se fronçant comme piqué par la simple suggestion d'un défi. Il rétorqua sèchement que Samuel était là pour répondre de ses accusations et non pour lancer des accusations extravagantes. Mais Samuel continua, la voix ferme, affirmant que ses propos risquaient d'impliquer certains des plus proches alliés de la cour. Les murmures s'intensifièrent. Une vague d'incertitude grandissante déferla sur la salle d'audience comme un vent froid. Le visage de Calloway pâlit, sa façade confiante s'effondrant sous le poids des paroles de Samuel. Grant serra les mâchoires, le stoïcisme de son expression trahi par le léger serrement de ses yeux. Et Roth, toujours aussi intrigant, se pencha pour murmurer à l'oreille du maire, ses paroles englouties par la vague de chaos qui menaçait de submerger la salle. Samuel avait agi, et pour la première fois, les fissures de leur armure commençaient à apparaître. Les mots quittèrent la bouche du juge Marcus Holloway comme des billes de fer, tranchantes et froides. Son verdict n'était pas seulement sévère, il était calculé pour blesser, pour soumettre Samuel Pierce. La chute du marteau exerçait une force bien supérieure à son poids physique, son coup résonnant dans la salle comme une déclaration d'outrage plutôt que comme une loi. L'espace d'un instant, l'air fut aspiré hors de la salle, le son résonnant contre les hautes arches et le bois poli, comme si le bâtiment lui-même avait tremblé sous l'effet de l'abus de pouvoir. La voix de Holloway, chargée de dédain, résonna aux oreilles de tous les présents. Son ton était imprégné de cette arrogance qui n'est non pas d'une autorité acquise, mais d'un sentiment de droit acquis par des années de pouvoir incontrôlé. La demande d'une amende exorbitante n'avait pas pour but de faire régner la justice. C'était une tentative d'anéantir, de réduire Samuel à un simple récit édifiant pour quiconque serait assez fou pour défier les rouages bien ancrés de la corruption. « Vous êtes une nuisance, monsieur Pierce. » Les mots persistèrent, leur écho tourbillonnant dans l'espace bondé. « Vos frasques ont fait perdre du temps à ce tribunal. Payez l'amende et épargnez-nous toutes vos illusions. » Le sourire narquois de Holloway resta figé, comme s'il avait déjà écarté Samuel, le jugeant inutile. Le marteau lui-même n'était guère plus qu'un outil pour ponctuer son ego, une arme utilisée pour faire taire les dissidents plutôt que pour favoriser l'équité. Samuel se tenait immobile à la table des accusés, ses doigts fins repliés sur le bois poli, les jointures pâles mais fermes. L'attention qui l'avait envahi comme un fil électrique quelques instants plus tôt se détendait avec une précision remarquable. Là où d'autres auraient pu être brisés par le décret de Holloway, Samuel se sentit apaisé, sa détermination s'aiguisant. Ce ne furent pas les paroles du juge qui réduisirent la salle au silence, mais le regard de Samuel lorsqu'il leva les yeux pour croiser le regard condescendant de Holloway. Les murmures de la foule se réduisirent à un léger bourdonnement fantomatique en arrière-plan. Ceux qui assistaient au procès s'attendaient à voir le vieil homme s'effondrer sous le poids de la sentence, s'effondrer comme tant d'autres avant lui qui avaient osé s'opposer au véritable maître de la ville. Au lieu de cela, Samuel se redressa, le regard fixé sur l'homme qui venait de tenter de l'enterrer vivant. Sa voix était mesurée et calme, de ce genre de fermeté qui attirait l'attention non par la force, mais par une certitude inébranlable. « Des illusions, dites-vous » Les mots jaillirent des lèvres de Samuel, avec la précision d'un scalpel tranchant la chair. Intéressant, car si vous aviez pris la peine de vous renseigner sur mon passé avant de tenter de m'humilier,
Vous auriez su que je ne suis pas un simple vieillard. Je suis professeur de droit à la retraite et j'ai enseigné à de nombreux avocats que vous voyez devant vous, y compris votre procureur. » L'effet fut instantané. Le corps du procureur se redressa brusquement comme si les paroles de Samuel l'avaient frappé de plein fouet. L'expression de David Clemens passa de l'arrogance à la panique pure et simple, ses pupilles se dilatant sous l'effet d'une prise de conscience qui frôlait dangereusement la trahison. Ses doigts tremblaient là où ils agrippaient le bord de sa table, ses yeux se tournant vers Samuel avec une méfiance nouvelle. Ce n'était pas le délire dérangé d'un homme désespéré. C'était bien pire, la vérité délivrée avec une précision clinique. Le silence qui s'installa dans la salle d'audience n'était pas le silence habituel, agité. Il était épais et froid, une absence de son qui s'alourdissait à chaque seconde qui passait. Même ceux qui avaient déjà considéré Samuel comme une simple nuisance se penchèrent en avant, la curiosité se mêlant à l'appréhension qui planait comme un linceul sur la salle. Le sourire narquois de Holloway vacilla, son assurance s'effilochant. L'homme avait bâti sa carrière en s'imposant sur son domaine, en maintenant une aura d'autorité absolue que personne n'osait défier. Mais les mots de Samuel avaient brisé ce vernis, une légère fracture se propageant dans le sang-froid du juge. Ce fut subtil au début, un tressaillement au coin de sa bouche, une lueur ténue de panique, tandis que le poids de la révélation de Samuel s'abattait sur lui. Samuel poursuivit, la voix s'élevant avec l'intensité mesurée que seul quelqu'un de véritablement convaincu de sa cause pouvait manifester. Et en tant que professeur, j'ai consacré ma carrière à garantir l'intégrité du droit. Ces mêmes principes que vous piétinez si librement. Son regard ne quittait pas Holloway, le défi tissé dans ses mots indéniables. Ce n'était pas le plaidoyer d'un homme brisé, c'était le cri de guerre de quelqu'un qui avait passé sa vie à comprendre les mécanismes mêmes de la justice que le juge avait si profondément corrompus. Les doigts de Holloway tremblèrent sur son bureau, ses jointures blanchissant sous l'effort pour maintenir son autorité. L'arrogance qui avait autrefois soutenu son expression s'effritait, et à sa place, quelque chose de plus sombre prenait racine, colère, peur, la reconnaissance d'une menace qu'il n'avait pas anticipée. Sa voix, lorsqu'elle émergea enfin, était tendue, les mots empreints d'une venini destinée à réaffirmer sa domination. Pourtant, alors même que le juge s'efforçait de reprendre le contrôle, son ton manquait de la force qu'il possédait autrefois. La façade d'indifférence soigneusement construite avait été érodée, ne laissant que la vérité exposée d'un homme dont l'autorité était loin d'être aussi inébranlable qu'il l'avait cru. Son regard se posa sur Clémence, le malaise du procureur amplifiant son malaise. La dynamique du pouvoir avait changé, et, pour la première fois, Holloway n'était plus le maître de la salle. D'autres commencèrent à remarquer le changement. Les personnes assises dans la galerie échangèrent des regards méfiants, leur curiosité s'intensifiant en quelque chose de bien plus tangible. L'air était lourd de la question muette. Les paroles de Samuel étaient-elles plus qu'un simple défi? Sa présence était désormais pesante, un poids qui transcendait l'âge ou la réputation. L'expression du maire Calloway exprimait une terreur absolue. Ses doigts avaient cessé de tambouriner et agrippèrent son genou d'une main crispée. La sueur qui perlait autrefois sur son front perlait maintenant et dégoulinait sur son visage, ses yeux se fixant sur Grant comme en quête de réconfort. Pourtant, l'expression du commissaire était tout aussi compromise, sa mâchoire serrée si fort que les muscles de son cou tremblaient sous l'effort de retenue. Victor Roth, l'ombre du maire, se pencha pour murmurer quelque chose d'urgent à l'oreille de Calloway. Son propre sang-froid semblait intact, mais son regard trahissait une acuité qui suggérait un recalcul désespéré. La donne avait changé, et Roth évaluait déjà les dégâts, ses pensées tournant comme les rouages d'une machine conçue pour sauver le pouvoir même dans les circonstances les plus désespérées. Samuel ressentait leur désespoir, leur peur, mais il ne s'autorisait pas le luxe de la satisfaction. Il ne s'agissait pas de jubilation ni de vengeance mesquine, il s'agissait de vérité, de justice,
d'une ville étranglée par la corruption depuis bien trop longtemps. Et même s'il lui fallait toutes ses forces, il y parviendrait. Le tribunal avait été le théâtre de leurs mensonges. Maintenant, il deviendrait le champ de bataille de la vérité, et Samuel Pierce comptait bien gagner. La révélation de Samuel avait été l'étincelle qui avait allumé un brasier, une vérité si puissante qu'elle avait déchiré les bas-fonds de la ville avec une fureur implacable. La presse, longtemps entravée par l'intimidation et la corruption, s'était emparée de ses paroles comme des loups affamés. Les comptes rendus de son discours inondaient les médias indépendants, leur ferveur n'étant pas freinée par la répression officielle. L'indignation publique s'amplifia, une vague de colère et de droiture déferla sur la ville avec une efficacité brutale. Les preuves méticuleusement rassemblées par Samuel parvinrent jusqu'aux enquêteurs, trop déçus par la corruption pour garder le silence. Un à un, les piliers de la tromperie s'effondrèrent. Des accusations furent portées contre Calloway, Grant et Holloway, leurs alliances se brisant sous le poids de preuves irréfutables. Ce fut une victoire creuse pour Samuel, son triomphe sur les puissants entaché par la question sans réponse qui le hantait à chaque instant. Où était Thomas? Pourtant, tandis que la machine judiciaire se mettait en marche, la détermination de Samuel ne fit que se renforcer. Son combat était loin d'être terminé. Ce qui avait commencé comme une recherche désespérée de son petit-fils s'était transformé en une croisade pour la vérité.